nom du réseau francophone de l'évaluation, je vous souhaite la bienvenue au webinaire que le réseau francophone d'évaluation organise et qui est relatif à l'outil de diagnostic national sur la professionnalisation de l'évaluation des politiques et des programmes. Donc, je suis Abdelaziz Kane, je suis le président de l'Association sénégalaise d'évaluation et je dois assurer la modération de cet important webinaire. Et cet outil est le fruit d'un travail qui a été réalisé par un comité aviseur du projet de professionnalisation piloté par Benoît Gauthier, qui est le président du RFE, et qui est composé de Marie Gervais, notre défunte Marie Gervais. Je saisis cette opportunité pour renouveler notre profonde tristesse suite au rappel à Dieu de cette grande dame de l'évaluation. Et nous reformulons notre profonde tristesse et à cette grande dame de l'évaluation qui nous a brutalement quittés au mois de décembre 2020. Que son âme repose en paix et surtout que son mémoire soit magnifié pour la postérité. Donc, composé donc de Feu Marie Gervais, de Viviane Ondoa Biwole du Cameroun, de Sandrine Beaujean du Luxembourg, Amos Mena du Sénégal, Jean-François Kobiané du Burkina Faso, de Ahmed Bencher du Maroc, de moi-même, votre serviteur Abdelaziz Kane, et également de Jean-Marie Longue, le secrétaire permanent du RFE qui assure le secrétariat de ce comité aviseur. Sans plus tarder donc, je ne vais pas présenter Benoît Gauthier, sans plus tarder, et compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais donner la parole à Benoît Gauthier pour décrire le contexte du projet de professionnalisation du RFE, avant de présenter l'outil. Ensuite, je vais reprendre la parole en tant que modérateur pour donc répertorier les questions, les suggestions et les contributions qui vont être portées donc sur la partie chat, n'est-ce pas? Et je reprendrai donc la parole pour assurer la modération de ce webinaire. Voilà, donc s'il y a des précisions sur le plan technique, certainement que Jean-Marie pourrait les apporter avant que Benoît ne prenne le relais pour donc entamer la présentation de cet outil. Je vous remercie. Merci. Pardon, merci à toi, Abdelaziz, de cette introduction. Je prends le relais et je vais me présenter très brièvement, mais d'abord vous dire que vous serez appelé à donner votre point de vue à 3 moments au cours de ma présentation. Et je vous suggère donc d'utiliser un deuxième écran ou le même écran, mais dans une autre fenêtre, pour vous rendre au site slido.com, slido.com, et d'entrer le code RFE pour avoir accès aux 3 questions que je vous poserai en cours de présentation. Alors, je suis Benoît Gauthier, je suis représentant de la Société canadienne d'évaluation auprès du RFE. J'assure la présidence du RFE cette année encore pour une 2e et dernière année. Je m'intéresse à la professionnalisation de l'évaluation depuis de nombreuses années, formellement à partir de 2005, donc depuis 16 ans maintenant, et j'ai vu évoluer la profession d'évaluation de façon continue, mais différenciée d'un endroit à l'autre. Alors, ce qui nous a intéressés au RFE, c'est de se questionner sur le cheminement de professionnalisation et de réfléchir à comment nous pourrions contribuer à appuyer nos membres, les associations nationales d'évaluation et les évaluateurs et évaluatrices en général, dans cette démarche de professionnalisation. Alors, je vais partager mon écran pour la suite.
Et je vais débuter cette présentation en vous posant une question. Et je vous demande donc de vous rendre à slideo.com et d'entrer le code RFE pour répondre à la question suivante. Quels sont les mots qui vous viennent en tête en pensant à la professionnalisation de l'évaluation? Je ne vais pas vous souffler de mots. Je vous demande à vous, quels sont les mots qui vous viennent en tête lorsque vous pensez à professionnalisation de l'évaluation? Positif, négatif, neutre, ce sont vos réactions immédiates qui m'intéressent. Sur slideo.com, une fois que vous aurez rentré le code RFE, cette question-là apparaîtra avec une bande où vous pouvez inscrire un mot. Tenez-vous-en à un mot, c'est préférable. Et une fois que vous aurez rentré un mot, une deuxième bande apparaîtra. Vous pouvez rentrer plusieurs mots si vous le voulez. Et lorsque vous aurez soumis votre proposition, le résultat apparaîtra à mon écran. Et au vôtre probablement aussi, je n'ai pas souvenir de la chose. Vous pouvez aussi rajouter des mots, si vous le voulez, sur l'interface de slideo.com. Alors, 8 personnes ont fourni une étrange jusqu'à maintenant. Le nuage de mots se forme devant moi. Peu de répétitions jusqu'à maintenant, mais tout un univers de mots qui apparaissent, qui vont de mentorat à métier, à conformité, à réglementation, formation et au centre certification qui a été utilisé probablement 2 fois, métier, prise de décision, diplôme d'évaluation, etc. Je vous invite à continuer pour encore 30 secondes. 19 personnes ont contribué jusqu'à maintenant. Alors, je vous invite à continuer à rajouter les mots qui vous viennent en tête quand vous pensez à la professionnalisation de l'évaluation. Ce nuage de mots qui se forme, notre comité sur la professionnalisation pourra l'utiliser pour mieux comprendre comment vous voyez la démarche de professionnalisation. Avec les mots les plus en évidence étant ceux qui sont revenus plus souvent. Et les autres qui deviennent des espèces de satellites des notions centrales qui sont associées avec le concept de professionnalisation. Alors, merci aux 27 personnes qui ont offert, aux 28 qui ont offert leur suggestions à cet égard. Je vais arrêter avec la 30e personne et je passe à l'écran suivant. Pour votre information, nous sommes quelque chose comme 50 personnes en ligne sur cette rencontre actuellement. Alors, les idées maîtresses que vous avez notées sont formation, métier, certification avec un satellite immédiat, les compétences, la réglementation, la diplomation, la structuration de l'activité, la qualité du travail. Ce sont effectivement tous des concepts qu'on va retrouver dans l'outil, je crois. Vous me direz dans quelques minutes si c'est le cas ou non. Comment est-ce que nous, au RFE, définissons la notion de professionnalisation? Pour nous, la professionnalisation, d'abord, c'est un cheminement. Être professionnel, c'est un état. La professionnalisation, c'est un cheminement. C'est un plan pour valoriser l'évaluation, un plan qui est collectif, qui implique les individus, évidemment, mais qui est fondamentalement un plan collectif qui passe par la mise en place d'un environnement favorable, le renforcement des capacités à produire de l'évaluation et la structuration de la demande d'évaluation. Vous voyez que là, on retrouve des mots que vous avez offerts à la page précédente. Pourquoi on s'intéresserait à la professionnalisation de l'évaluation? Quand je parle de professionnalisation, je reviens souvent
aux métiers les plus professionnalisés. Si vous faites affaire avec un médecin, vous aimez bien que le médecin ou la femme médecin soit diplômée. Si vous faites affaire avec un ou une dentiste, vous voulez bien que la personne ait la formation requise pour faire le travail. Si vous faites affaire avec un comptable, vous préférez que ce en soit un qui soit reconnu par ses pairs. Donc, la professionnalisation, c'est une façon d'inspirer confiance, de contribuer à une performance supérieure de l'activité professionnelle visée, de protéger le public en offrant l'accès à des services qui ont été validés et de contribuer à la confiance des utilisateurs et donc à l'utilisation même de l'évaluation. C'est la base à partir de laquelle nous réfléchissons le processus de professionnalisation. Le RFE lui-même, merci à Abdulaziz d'avoir mentionné les membres du comité aviseur qui sont inscrits à droite ici parce que ça m'évite de le faire. J'en profite pour lancer mes pensées, mes prières vers la famille de Marie Gervais qui a perdu quelqu'un d'important au mois de décembre. Et nous tous qui avons perdu une amie importante aussi. Pour le projet de professionnalisation du RFE vise d'abord à servir les membres du RFE, les associations nationales d'évaluation, et à contribuer à l'examen collectif de la professionnalisation de l'évaluation dans notre zone francophone, en francophonie. Nous avons l'intention de le faire à travers trois démarches. D'abord, l'élaboration et l'utilisation d'un outil diagnostique de l'état d'utilisation de l'évaluation dans les pays concernés, là où il y aura de l'intérêt pour le faire. Deuxièmement, nous allons élaborer une réflexion autour des compétences essentielles à l'évaluation. Et troisièmement, nous espérons, peut-être pas en 2021 parce que tout a été ralenti en 2020, mais nous espérons contribuer à des projets universitaires en appui à la professionnalisation de l'évaluation. Donc, cet outil diagnostique qui constitue la première phase de notre travail au comité professionnalisation du RFE, il vise 4 objectifs. D'abord, de documenter l'état d'un écosystème national, d'être en mesure de dire voici où on se trouve actuellement dans le pays XYZ, d'identifier les forces et les faiblesses de cette dynamique nationale de professionnalisation de l'évaluation, de clarifier les pressions positives et négatives sur la dynamique nationale d'évaluation et de professionnalisation et d'aider à préparer un plan d'action pour que les différents intervenants, intervenantes à l'intérieur du pays puissent mieux diriger leurs énergies en faveur de la professionnalisation de l'évaluation. De notre côté, le cheminement de préparation de cet outil est inscrit à droite de la page qui est affichée actuellement. Nous en sommes à la 5e version de l'outil grâce aux interactions et rétroactions régulières entre l'équipe de production et le comité aviseur. Le comité aviseur a apporté des commentaires sur chacune des versions, ce qui nous a permis de raffiner et de nous assurer que, du moins, de tenter de nous assurer qu'il n'y ait pas de biais culturel dans l'outil que nous avons développé. L'outil a été utilisé par Ceneval, analysé par la SOLEP d'un point de vue national, de 2 points de vue nationaux très différents, du Sénégal et du Luxembourg, et avec probablement des objectifs, des intentions différentes. Actuellement, avec cette 5e version, vous avez sur cette page le lien vers la 5e version, le lien raccourci. Avec cette 5e version, nous sommes prêts, pensons-nous, à une phase pilote élargie, à savoir à offrir aux associations nationales membres du réseau francophone de l'évaluation, de les appuyer dans une utilisation de l'outil diagnostique de la professionnalisation pour jeter un coup d'œil sur la situation dans leur pays. Alors, comment est constitué cet outil? Comment est-il structuré?
il y a trois grandes dimensions qui sont couvertes par l'outil diagnostic. L'environnement favorable, et on verra dans quelques minutes qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette notion, la demande d'évaluation et l'offre de ressources en évaluation, l'offre d'expertise en évaluation. Vous avez entre parenthèses le fait que sous environnement favorable, il y a 12 critères qui ont été identifiés et qui permettent, l'espérons-nous, de brosser le tableau d'ensemble sur la situation nationale relative à l'objet qui nous intéresse. En ce qui a trait à l'offre d'évaluation, il y a 10 critères et en ce qui a trait à la demande d'évaluation, il y a 12 critères à l'intérieur de l'outil. Pour un total de 34 critères ou point de vue ou angle ou sous-dimension de ce que constitue la professionnalisation. Pour chacun des 12 critères, l'outil offre une échelle qui permet de qualifier l'état de la situation. Alors, j'ai pris simplement le premier critère, le critère numéro 1, qui traite de l'existence de structures qui possèdent un mandat ou une autorité en lien avec l'évaluation. Ce qui est proposé, la mécanique de l'outil diagnostic, c'est de demander à l'utilisateur ou à l'utilisatrice de coter la situation actuelle sur une échelle de 0 à 6. Et 3 des 7 points sont qualifiés. Dans ce cas-ci, au point 0, la qualification, c'est aucune structure ne possède de mandat de commander des évaluations. Et à l'autre extrême, plusieurs structures ont des mandats de commander des évaluations. Mais on peut se situer sur cette échelle à n'importe quel endroit, selon l'analyse que les personnes impliquées font de la situation nationale en regard à l'existence de structures qui possèdent un mandat. Cette cote de 0 à 6, c'est un outil pédagogique. Ce qui compte ensuite, c'est d'ajouter des notes sous cette échelle pour dire comment on en arrive à cette cote, quelles sont les observations qu'on peut faire à cet égard, quelles sont les sources d'information, et aussi juste au-dessus de la section des notes, il est important d'identifier le niveau de confiance ou d'assurance que les personnes qui utilisent l'outil ont par rapport à la cote qu'ils ou elles ont décidé d'utiliser pour qualifier un critère en particulier. Donc, par rapport à un critère, on voudra que les utilisateurs de l'outil choisissent une position entre 0 et 6 pour ce qui est de l'état de la situation nationale. Deuxièmement, qu'ils ou elles identifient leur niveau d'assurance par rapport à cette cote-là. Est-ce qu'ils sont absolument certains de leur jugement, moyennement ou faiblement certains de ce jugement qu'ils ont apporté? Et troisièmement, on leur demandera de noter quels sont les faits associés à cette dimension en particulier qui justifient la cote qui est apportée. C'est par l'ensemble de ces notes que l'utilisateur et les utilisatrices pourront établir le niveau, le vrai portrait de la situation nationale. Les cotes numériques servent à simplifier l'analyse plus tard. Donc, j'ai dit qu'il y a 34 critères. Ce que vous avez à l'écran, c'est un d'entre eux. Ces 34 critères sont organisés en 3 groupes, environnement favorable, offre d'évaluation et demande d'évaluation. Voyons rapidement quels sont les critères qui sont présentés dans l'outil. En ce qui a trait à l'environnement favorable, 12 critères qui traitent de structure, de l'existence de textes officiels, de l'accessibilité de données qui en appui à l'évaluation, de l'existence d'une association professionnelle active en évaluation, de la disponibilité de formation universitaire, de la production de connaissances localement, au-dessus sur le plan national, en évaluation, de la disponibilité de formation non universitaire,
de l'existence de lignes directrices en matière éthique, de l'existence de normes relatives à l'activité d'évaluation, l'existence d'un énoncé de compétences relatives au travail d'évaluateurs, évaluatrices, l'existence d'un système de reconnaissance professionnelle et l'existence de partenariats à l'intérieur de cet environnement national. Vous voyez que ces 12 dimensions touchent plusieurs éléments de l'écosystème national, que ça aille des structures probablement gouvernementales et juridiques en demande ou parlementaires en demande d'évaluation, de ces blocs, de ces fondations de l'activité professionnelle que sont des textes justificatifs, une association faisant la promotion de l'activité, de la formation universitaire et non universitaire, etc. Donc, ce sont des ingrédients importants pour appuyer offre et demande, qui seront les deux autres aspects de la perspective nationale sur la professionnalisation d'évaluation. Certains ou certains d'entre vous, à ce moment-ci, pourraient dire dans mon pays, on a très peu de l'un et de l'autre, on coterait très bas sur chacun des 12 items. D'accord. Alors, c'est ça l'état de l'environnement favorable ou non à l'évaluation dans votre pays. Il ne s'agit pas de désespérer à ce moment-ci, mais de faire un constat. Plus loin, on travaillera à l'établissement d'un plan d'action. Le domaine suivant, c'est le domaine de l'offre d'évaluation où on retrouve 10 critères qui va de la disponibilité de personnel spécialiste en évaluation, de niveau de formation, formel et informel, des évaluateurs et évaluatrices actifs et actives actuellement, de la qualité du travail produit présentement par les producteurs et productrices d'évaluation au niveau national. Et cette qualité de travail se décline sur le plan méthodologique, contextuel, interpersonnel, éthique et dans la gestion des projets. Et un dernier point qui a été sujet à discussion intéressante au sein de nos groupes, c'est le niveau d'indépendance des professionnels de l'évaluation et de la qualification qu'on peut en faire dans le système national. Le troisième domaine, c'est celui de la demande d'évaluation. Ici, 12 critères, donc l'implication des différents acteurs en termes de demande et d'utilisation. Est-ce que le Parlement est en demande d'évaluation? Est-ce que le Parlement utilise l'évaluation? Même chose pour le gouvernement, le judiciaire, les partenaires techniques et financiers du pays et la société civile. Le critère suivant est un peu délicat, c'est dans quelle mesure les autorités nationales respectent le caractère formel des textes mis en place. Ensuite, le niveau de ressources humaines et de ressources financières qui sont affectées à l'évaluation sur le plan national. La disponibilité des rapports d'évaluation, parce qu'on apprend cumulativement en voyant le travail des autres. La perception de la qualité du travail par les demandeurs de travaux et le niveau de consensus sur cette perception-là. Et finalement, deux critères que je trouve particulièrement importants pour ce qui est de la demande d'évaluation, mais qui sont peut-être pas évidents pour plusieurs. Ce sont des critères relatifs à la culture administrative de la gestion publique et de la culture organisationnelle de la gestion publique, où on se pose des questions sur la gestion publique est-elle ouverte à l'innovation ou plutôt conservatrice? Est-ce qu'elle est axée sur la gestion des intrants ou la gestion des activités ou la gestion des résultats? Ces deux dimensions-là sont extrêmement importantes en termes de déterminer si la culture administrative est porteuse du message évaluatif ou non.
L'outil lui-même que vous avez peut-être déjà téléchargé couvre plusieurs pages parce que 34 critères, 1 ou 2 critères par page, ça finit par faire un gros document. Mais il y a une mécanique qui est offerte dans l'outil pour simplifier la démarche. Avant d'aller plus loin, j'aimerais avoir votre point de vue sur la question suivante. À quel point serait-il facile ou difficile dans votre pays d'établir un diagnostic sur l'état de la professionnalisation de l'évaluation? Toujours au même endroit, à slideo.com, sous le code RFE, vous allez voir apparaître cette question. À quel point serait-il facile ou difficile d'établir un diagnostic sur l'état de la professionnalisation dans votre pays? Une personne a contribué jusqu'à maintenant. Alors, à partir de « ça serait facile » jusqu'à « oh là là, impossible ». À vous de choisir. Encore quelques minutes, à quelques secondes, pardon. « 13 personnes ont contribué jusqu'à maintenant. Alors, jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est que les deux positions les plus pessimistes. Oh, voilà, une personne qui s'est ajoutée dans une position pessimiste. Mais la position la plus pessimiste, impossible, n'a été adoptée par personne. La position moindrement pessimiste, je ne vois pas comment, a été choisie par une personne. 79% d'entre vous avaient dit il y aurait des difficultés, mais ce qui laisse entendre qu'il y aurait des difficultés, mais ça pourrait être fait. 80% d'entre vous avaient choisi cette position jusqu'à maintenant et 18% jusqu'à maintenant ont indiqué que ça serait somme toute facile pour eux et elles de mener un diagnostic comme celui-là. Alors, aux personnes qui ont dit que ce serait facile, je vous rappelle que le RFE a lancé une invitation à ses membres, à ses associations nationales membres, pour les appuyer dans la mise en place de ce diagnostic, dans la réalisation de ce diagnostic. Nous serons là pour... nous vous offrons 2 heures de discussion en amont et 2 heures en aval pour discuter du contenu d'outils, de discuter de son utilisation, des sources d'information et 2 heures ensuite pour discuter des résultats de l'observation et de l'analyse stratégique de ces résultats-là. Merci. Pour ce qui est de la méthode, comment mettre en place cet outil, comment le déployer, nous n'avons pas une prescription, nous ne voulons pas en fait élaborer une prescription détaillée sur la mécanique à mettre en place pour déployer ce diagnostic. Nous pensons que chaque association nationale, chaque pays doit décider de la bonne façon de faire les choses localement. En choisissant quels objectifs sont visés par l'association nationale. Une association nationale pourrait décider ce diagnostic me permettra de mieux choisir mes propres actions pour le futur et donc je peux mener ce diagnostic de façon interne sans engager d'autres parties intéressées parce que la finalité est interne. Une autre association nationale peut décider que ce serait une occasion de démarrer un dialogue avec des partenaires et donc visera à impliquer plus de partenaires possibles dans la démarche. Et toute autre position peut être légitime selon les objectifs visés par l'association nationale. À partir des objectifs, il faudra choisir qui inclure dans cette démarche et dans le dialogue et combien investir. Est-ce qu'il s'agit de s'en tenir à ce que collectivement les têtes pensantes autour d'une table sont en mesure
d'établir, de contribuer, ou s'il y a lieu de faire une démarche formelle, structurée de collecte de données par sondage, analyse de contenu ou autrement. C'est à l'Association nationale de décider du niveau d'investissement qu'elle voudra faire, qui sera évidemment fonction à la fois de ses ressources, mais aussi des objectifs que l'association vise. Des moyens possibles, un comité de pilotage. Je suppose que ce n'est pas un exercice qui se ferait de façon isolée par une personne. Un comité de pilotage, peut-être probablement remue-ménage sur les perceptions de tout un chacun sur la situation actuelle. La consultation de partenaires serait probablement utile. Partenaires techniques et financiers, mais aussi partenaires contacts au sein du gouvernement, du Parlement, de la Cour des comptes, dans les universités, ailleurs, dans la société civile. Peut-être des entrevues formelles de parties prenantes et d'experts. Probablement une analyse plus ou moins formelle ou approfondie de la documentation, qu'elle soit juridique, que ce soit la législation, la Constitution, autrement, l'analyse de différents sites web, l'analyse de données secondaires sur la disponibilité de formation, à titre d'exemple. Peut-être, mais là, on s'avance dans des méthodologies plus lourdes, plus coûteuses, plus exigeantes. Peut-être une méta-évaluation de rapports d'évaluation produits pour mieux comprendre les dimensions de qualité du travail effectué et peut-être des sondages auprès de différentes populations dont les points de vue seraient intéressants pour les fins de l'analyse. Je suis convaincu qu'on pourra discuter davantage dans les prochaines minutes sur à la fois cette démarche, cette méthode et ses moyens. Et finalement, le processus vise à arriver à une analyse et à identifier 3 types de domaines qui mènent à 3 types d'actions potentiellement. L'analyse et l'outil offrent un gabarit pour effectuer cette analyse-là. L'analyse vise à identifier les domaines où la connaissance de ce contexte national est mal étayée. Si vous n'avez aucune façon de déterminer quelle est la qualité des travaux effectués actuellement, c'est probablement signe qu'il y aurait intérêt à améliorer l'information disponible. Ça serait l'action qu'il serait logique de prendre ensuite. La deuxième série de domaines à identifier sont ceux où la cote de professionnalisation est faible, mais où les parties prenantes ont une bonne emprise sur la solution, ce qui permettrait de développer une stratégie d'intervention. Et le troisième secteur de domaine, c'est celui qui traite là où la cote de professionnalisation est faible, mais l'emprise est limitée. L'emprise des parties intéressées est limitée. Peut-être que les textes formels nationaux traitant d'évaluation sont inexistants, mais peut-être aussi que les acteurs, les parties prenantes à l'exercice ont peu d'emprise sur cette question. Alors, dans ce cas-là, et dans la mesure de l'importance des facteurs en question, on pourra développer des stratégies d'intervention en partenariat avec des gens et des organisations qui ont emprise sur cette question-là. Alors, avant de passer à la discussion, je vais vous demander une dernière fois de contribuer à travers slido.com à la balise RFE en répondant par un ou quelques mots, préférablement sur des lignes différentes, à la question suivante. Quelles difficultés entrevoyez-vous à l'analyse de l'état de la professionnalisation dans votre pays? Imaginez-vous mettre en place ou planifier la réalisation d'un diagnostic de professionnalisation de l'évaluation dans votre pays. Quelles difficultés entrevoyeriez-vous à cette réalisation d'un diagnostic? Les mots que vous mettrez dans ce nuage de mots qui apparaîtra bientôt nous permettront à nous, au RFE, de mieux réfléchir à notre réponse à ces difficultés-là, de mieux comprendre comment nous pourrions contrer les difficultés et
vous appuyer dans une démarche de diagnostic. Je nous laisse quelques secondes pour contribuer. Et j'avertis tout de suite Abdelaziz que nous allons terminer dans 1 minute et je vais lui remettre le micro. Il y a des mots très intéressants qui s'affichent. Je vous invite à continuer à contribuer. Alors, le point, jusqu'à maintenant, ça peut changer encore, mais le point central de vos réactions après l'accès aux données, je vous dirai tout de suite, oui, il n'est pas évident que vous ayez accès à des données pour l'ensemble des 34 dimensions qui sont inscrites au diagnostic. Ceci dit, c'est la raison pour laquelle il y a une deuxième échelle qui traite de votre confiance envers la cote, vis-à-vis de la cote que vous avez placée sur une dimension en particulier. Alors, vous pouvez réaliser, c'est un des résultats possibles de l'élaboration d'un diagnostic national, c'est de réaliser qu'on en sait peu de choses sur l'état de l'écosystème national et que c'est une occasion de faire des choix dans les zones où l'association nationale ou ses partenaires voudra privilégier, l'association voudra privilégier dans ses investissements en augmentation d'informations, en acquisition d'informations. Dans les mots satellites les plus fréquents, compétences, je suppose, pour utiliser l'outil, le manque de transparence. On pourra discuter de ce que ça signifie. La documentation, c'est peut-être associé à l'accès aux données ou alors ce sera autre chose. Vous pourrez placer quelque chose dans la zone de bavardage pour clarifier. Le manque d'intérêt, oui, bien sûr. Si au sein de l'Association nationale ou parmi les partenaires, il n'y a pas d'intérêt à cette démarche, les personnes concernées ne voudront pas faire l'investissement. Le financement, possiblement, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à partir de données existantes et d'un peu de bonne volonté et de bénévolat. Alors, je vous remercie énormément. Je remercie beaucoup en particulier les 29 personnes qui ont contribué à ce nuage de mots et qui continuent à le faire. Je vais maintenant demander à Abdelaziz de prendre le relais. Je vous signale auparavant que vous pouvez obtenir l'outil lui-même à cette URL, c'est udt.ly, outil V5. Par ailleurs que la présentation elle-même, le support visuel sera disponible sous peu, et ainsi que l'enregistrement du webinaire si vous voulez y retourner. Alors, je vais mettre fin au partage de mon écran et demander à Abdelaziz d'alimenter la discussion à partir d'ici. Est-ce qu'Abdelaziz est toujours avec nous? Voilà. Oui, Abdelaziz est toujours avec vous. Merci Benoît, merci de cette présentation de l'outil diagnostic qui a suscité un immense intérêt de la part des participants. Je vais me hasarder à faire un peu le résumé de ta présentation. En fait, ce sont des objectifs qui ont été décrits. D'abord, le contexte, ensuite les objectifs qui ont été les objectifs donc, de cet outil qui ont été présentés, et également d'avoir décrit le contenu, n'est-ce pas, avec trois principales rubriques que sont l'environnement favorable et également l'offre et la demande.
ensuite de proposer quelles sont les méthodes qui pourraient permettre de faciliter l'applicabilité de cet outil, compte tenu du contexte dans lequel cet outil devrait être utilisé par les associations nationales. Et enfin, vous avez donc conclu une présentation de l'analyse, n'est-ce pas, et qui pourrait permettre de voir dans quelle mesure cet outil pourrait être utilisé par nos associations nationales. Alors, il y a beaucoup de réactions. Nous avons un certain nombre de questions. Je remercie Jean-Marie qui a apporté, disons, qui a apporté sa contribution pour donc fournir des réponses concernant surtout l'existence d'associations nationales dans un certain nombre de pays et de donner des indications pour avoir des informations sur le nombre d'associations nationales qui existent et éventuellement leur contact, notamment en faisant référence au contact au niveau de l'Association africaine d'évaluation. Je remercie donc Jean-Marie pour cette contribution. Alors, je ferai donc, disons, les principales, il y a un certain nombre de questions qui ont été posées par les participants. D'abord, donc, il y a une question une question relative aux répondants clés qui pourraient être ciblés pour fournir des informations sur les différents critères qui ont idéalement dans un contexte national. Donc, le problème de la contextualisation et surtout de voir quelles seraient les cibles pour renseigner ce questionnaire sur la base des différents critères qui ont été proposés, mais dans un contexte national. Je ne sais pas si maintenant, Jean-Marie, Benoît, je devrais poser les questions au fur et à mesure où vous répondez, ou bien je pose... C'est moins dangereux que j'en oublie si j'y réponds rapidement à chacune à mesure que tu les poses. Alors, voilà, donc pour cette première question, les répondants clés qui pourront être ciblés pour fournir des informations sur les différents critères, idéalement, dans un contexte national. Cette question est revenue à plusieurs reprises, même ici au Sénégal, et je présume dans les autres pays. C'est difficile d'apporter une réponse à cette question-là parce que chaque contexte national est différent dans une certaine mesure. À certains endroits, l'association nationale elle-même est formée de gens qui sont très informés, sans trop dans la dynamique nationale. À d'autres endroits, les associations sont plus récentes, moins ancrées et peut-être connaissent moins bien le détail des dynamiques nationales. Mais autrement, si je devais, dans un pays donné, chercher qui sont les répondants clés ou qui pourraient être les répondants clés, je m'assurerais de chercher au sein des hautes sphères gouvernementales s'il existe un groupe en charge du suivi et évaluation dans un gouvernement. Il devrait se trouver là une connaissance intéressante. Je chercherais dans les universités, est-ce qu'il y a des universitaires qui s'intéressent à l'évaluation? Est-ce qu'il y en a pour qui c'est un sujet de recherche et qui déjà connaissent bien le milieu? Et j'irai voir dans la société civile, dans le milieu des consultants en évaluation, qui est en général pas si grand que ça, pour voir s'il y a des gens qui ont une expérience, une large expérience de la mise en place d'évaluation localement. Dans certains pays, les organisations des Nations Unies jouent un rôle important et pourraient être des points d'information d'intérêt pour une démarche comme celle-là. Ça dépend, je suppose, de la durée de résidence des responsables nationaux des différentes agences. OK. Merci.
Alors, est-ce qu'il y a possibilité, parce qu'il y a certains qui disent est-ce qu'ils peuvent lever la main pour prendre la parole, mais ça, c'est peut-être à Jean-Marie de régler cette question. Il y a une autre question qui m'a été posée dans mon mail tout de suite et qui dit en fait que les niveaux de notation, parce que par exemple, quand on dit l'échelle de la note, c'est tout à l'heure dans la présentation de Benoît, quand il a pris l'exemple, n'est-ce pas, du premier critère, dit que l'échelle de la notation, c'est 0 pour faible, 1 pour moyenne et 2 pour élevé. Alors, quid des autres notations? À partir de 3, 4, 5, 6, à quel niveau quel niveau de notation on devrait affecter? Okay. Ce sont deux choses différentes. Pour chaque critère, il y a 3 zones d'information. Pour chaque critère, une première zone qui est une échelle de 0 à 6 et qui identifie l'intensité de la professionnalisation nationalement pour ce critère-là. Dans l'exemple que j'ai apporté, de 0 à 6, c'était relativement au texte formel qui encadre l'évaluation nationalement. À 0, aucun... Ah non, c'était quels acteurs ont un mandat? J'ai oublié exactement quel c'était, mais si à 0, c'était aucun acteur n'a un mandat. À 6, plusieurs acteurs ont un mandat d'évaluation et il peut y avoir de la variation entre 0 et 6 nationalement. Ça, c'était la première information de 3. La deuxième a trait au niveau de confiance que la personne ou l'organisation qui complète le diagnostic A par rapport à cette cote-là. Alors, je peux dire, je pense que la cote pertinente dans mon pays, c'est 3. Il y a une organisation qui a un mandat. Mais par contre, et par ailleurs, je peux aussi dire, mais je ne suis pas entièrement certain de cette information-là. Peut-être qu'il y a d'autres organisations qui ont un mandat et je ne suis pas au courant. Et ça, c'est la deuxième cote. Quel est le niveau de confiance en moi-même que j'ai par rapport au jugement que j'ai porté sur l'échelle de 0 à 6? Et la troisième zone, pour chaque critère, ce sont les notes factuelles ou analytiques par rapport à ce critère-là. Je tiens cette information de telle source, elle dit telle chose, elle est autoritaire dans ce domaine-là. Voilà. Donc, j'ai établi la base factuelle pour la cote en question. Alors, le 0, le faible, moyen, élevé, c'est ce qui a trait à la confiance que l'analyste a par rapport à son jugement de ce critère. Okay. Et c'est peut-être plus évident, par exemple, des critères comme quel est le niveau de qualité des rapports d'évaluation. On peut dire, mon impression générale, c'est que les évaluations sont assez bonnes. Je vais donner un 4 sur l'échelle de 0 à 6, mais c'est une impression générale. Je ne suis pas très confiant de mon jugement, donc je me mets une faible cote de confiance à cet égard. Donc, 2 échelles distinctes et qui jouent séparément l'une de l'autre. OK. Merci. Bon, il y a même une autre question, effectivement, qui recoupe les réponses que tu viens de donner. C'est un peu de dire que l'échelle d'évaluation est divisée en 6 niveaux et l'appréciation simplement en 3. Je pense que vous avez apporté les éléments de réponse. L'existence d'une législation obligeant les autorités gouvernementales à procéder à des évaluations de leur politique publique, est-ce que ça a été considéré comme un critère dans l'outil? Oui, c'est parmi les premiers critères dans l'environnement favorable. Et il y a 2 critères à cet égard-là. Le premier, c'est l'existence de textes formels d'engagement par rapport à l'évaluation. Mais il y a un deuxième critère plus loin dans la section sur la demande qui a trait au respect de ces exigences-là par les autorités nationales. Parce que c'est une chose d'avoir des textes formels et c'en est une autre de les mettre en œuvre et de leur donner une vie dans le pays réel. OK. Alors, l'autre question qui suit, c'est
En fait, ça, c'est une contribution parce qu'il y a un participant qui dit que les 34 critères qui ont été présentés résument bien les éléments de professionnalisation utilisés par le groupe d'évaluation des Nations Unies, UNEC, et IDEAS, Eval Partners et également la Société canadienne d'évaluation. Benoît, vous êtes interpellé ici. D'abord, oui. Merci pour le commentaire. D'une part, ces différentes sources, elles étaient sur notre radar, sur notre écran radar quand on a préparé cet outil. Donc, à chaque fois qu'il y a un nouvel outil qui est produit, c'est un peu un cumul des connaissances précédentes et des essais-erreurs précédents. Donc, je suis content d'entendre que certaines sentent la contribution de ces efforts antérieurs. Et oui, ce que nous avons essayé de faire, c'est en tenant compte du travail fait par d'autres entités antérieurement, que ce soit le groupe d'évaluation des Nations Unies, Eval Partners, la SCE et autrement, que ces différents travaux inspirent notre approche qui est une approche de codification qui n'est pas qui vise la description et l'analyse, mais non pas la prescription. En ce sens que dans un contexte national donné, certains éléments sont plus importants que d'autres et c'est aux autorités nationales à déterminer cela. OK. Alors, Abdou Karim avait levé la main tout à l'heure et Jean-Marie me fait signe qu'il a été invité pour poser sa question. Le doyen Abdou Karim Lo, ancien président de l'Association sénégalaise d'évaluation. Doyen, vous avez la parole. Abdou Karim Lo, votre micro n'est pas activé. Abdou Karim, votre micro n'est pas activé. En attendant que M. Lo active son micro, je vais continuer ma promenade sur les questions. Alors, il y a une question qui est très intéressante ici. Est-ce que l'outil pourrait aider à la mise en œuvre du cadre théorique dans les recherches scientifiques sous l'angle quantitatif et qualitatif? Ce serait le cas échéant. Ce serait dans le cas échéant une façon de l'avis de celui qui a posé la question, ce serait une façon donc de le confronter en vue de la question n'est pas très précise. C'est à mon avis de le confronter en vue de le conforter. D'accord. Évidemment que ça serait sujet à davantage de recherche universitaire. Je vous avoue que j'ai un rôle universitaire parmi mes différents rôles et je suis toujours très ouvert à la collaboration avec les gens de l'académie. Notre objectif ici au RFE, c'est primordialement d'appuyer les associations nationales dans leur démarche de réflexion et d'identification de cibles stratégiques d'action. Donc, nous, au RFE, ne nous impliquerons pas directement, nous ne piloterons pas une analyse universitaire de l'outil diagnostic, mais je serai personnellement très ouvert à en discuter avec des universitaires et à appuyer leurs travaux. Il y a, je pense, là, une structure conceptuelle qui tient la route, mais nous sommes toujours prêts à remettre en question le travail que nous avons effectué. Remarquez que les 8 personnes qui forment le comité aviseur sont essentiellement beaucoup, pour la plupart, proviennent du monde universitaire et c'est grâce à leur lumière académique que nous avons amélioré l'outil.
élaguer un certain nombre de dimensions, ajouter d'autres, clarifier les points sur les échelles d'appréciation. Mais tout outil est sujet à bonification. C'est la version 5. Ce n'est pas une version finale, c'est une version de travail. Et en fait, nous espérons beaucoup qu'au cours de 2021, nous puissions travailler avec plusieurs, ça sera à voir, associations nationales à l'utilisation de l'outil pour ensuite l'améliorer continuellement et en offrir une version peut-être même au-delà de la francophonie. C'est un des jalons posés par ce webinaire que nous sommes en train d'organiser actuellement. Abdoukarim est avec nous? Abdoukarim, est-ce qu'il est en ligne? Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, nous vous entendons. Vous avez la parole. Oui, très bien. Merci beaucoup, Président. Merci également à Benoît Gauthier pour son exposé très instructif. Vraiment, qui en fait nous permet de comprendre véritablement comment aborder ce projet de professionnalisation dans nos différents États. Tout à l'heure, vous avez répondu à une question pour expliquer pourquoi il y avait ces deux échelles, c'est-à-dire l'échelle de 1 à 6 et l'échelle de 1 à 3. Alors, je ne sais pas, est-ce que le fait de superposer les deux, ça ne pourrait pas prêter à une confusion? Est-ce que ça ne peut pas gêner un peu la compréhension de certaines personnes? Parce que si on met de 1 à 6, peut-être pour chaque niveau, on peut avoir son appréciation. Bon, parce que là, on a une échelle de 1 à 6. Quand c'est 6, on sait que le niveau est vraiment beaucoup plus élevé. Quand c'est 4 ou 5, quand c'est 1, c'est vraiment faible. Maintenant, si vous mettez les deux parallèlement, est-ce que ça ne crée pas des difficultés de compréhension pour certaines personnes? La deuxième question, c'est qu'en vérité, les associations peuvent porter ces projets-là dans les différents États. Mais la grande difficulté, justement, c'est l'adhésion des pouvoirs publics. C'est la participation de ce qu'on a appelé tout à l'heure les acteurs clés. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi prévoir une sorte de plan de communication, en tout cas de plaidoyer pour vaincre les résistances qui peuvent se développer quand les associations voudront bien, en tout cas, s'associer des partenaires, surtout les partenaires qui viennent du pouvoir public? Voilà, merci à vous, Abdoukarim. Toujours des questions très intéressantes de votre part. Est-ce qu'il y a un risque de confusion dans l'utilisation de deux échelles? On verra l'utilisation. Honnêtement, je pense que visuellement, elles sont très différentes. Je pense que les explications, ou j'espère que les explications sont claires sur la différence entre les deux et sur l'utilisation différenciée des deux échelles. Mais il est quand même important de distinguer le jugement sur la situation et le niveau de certitude relatif à ce jugement. Il est important pour les personnes qui utilisent un outil comme celui-là de dire « voici ce que je pense être la situation ». Mais par ailleurs, je suis incertaine, ou alors absolument certain ou certaine de ce jugement. Parce que ça va de la crédibilité de la démarche. Si cette notion d'incertitude ou de confiance n'existait pas dans l'outil, tout aurait égale valeur. Toutes les cotes, tous les jugements, toutes les observations auraient égale valeur. Alors que s'il y a des zones où les personnes qui utilisent l'outil se savent mal équipées, il est important que ce soit codifié quelque part. D'où l'utilisation des deux échelles. L'adhésion des pouvoirs publics, bien sûr, c'est sans doute un élément important. Ça fait partie de la dynamique de l'environnement favorable. Un plan de communication, une analyse des résistances par rapport à une démarche comme celle-là, oui, ce sont des éléments importants. Et j'espère que dans
les exercices que nous pourrons mener cette année, en espérant que des associations nationales se prêtent au jeu, que dans les exemples que nous mettrons en place en cours d'année, que nous pourrons mieux saisir quelles sortes de dynamiques sont appropriées dans quelles circonstances, quelles sortes de maillage serait efficace pour assurer le succès de l'opération. Il est évidemment possible pour une association nationale ou qui que ce soit de déployer son propre diagnostic, mais le faire en vase clos, c'est aussi réduire la crédibilité de l'exercice pour d'autres acteurs. Donc, de les impliquer tôt dans le processus, c'est aussi probablement une recette pour un meilleur succès de l'opération. Ceci dit, les dynamiques nationales diffèrent. Je n'ai pas de règle absolue sur dans telles circonstances on fait telle chose. Développons de la connaissance à ce sujet-là au cours de 2021 en utilisant cet outil-là dans différents contextes et on verra mieux l'année prochaine quelles sont les stratégies optimales selon les circonstances nationales. Ton micro, Abdulaziz. Merci Abdou Karim pour cette intervention et merci également à Benoît pour ses précisions. Une autre question ici qui est posée, qui est relative à l'utilisation à l'exploitation des résultats des évaluations. Est-ce que l'exploitation des résultats des évaluations par les commanditaires, est-ce que ce n'est pas l'un des meilleurs critères d'appréciation de l'institutionnalisation de l'évaluation? C'est certainement un critère, et je dirais un ensemble de critères importants. Et il est reconnu dans la 3e section qui traite de la demande d'évaluation, alors que le critère sur demande et utilisation est avancé pour chacun de 5 aspects de l'écosystème national. Un gouvernement, parlement, judiciaire, société civile, partenaires techniques et financiers. Donc, ces 5 éléments d'écosystème sont nommés dans 5 critères différents où on demande quel est le niveau de demande et d'utilisation de l'évaluation par chacune de ces composantes de l'écosystème. Je suis entièrement d'accord que le fait d'utiliser les résultats, c'est un reflet du niveau de professionnalisation. C'est aussi un reflet d'autre chose, pas que de la professionnalisation. Alors, il faut faire attention. Il n'y a aucune de ces dimensions-là dans les 32 là, qui est le critère le plus important pour qualifier la professionnalisation. L'utilisation, c'en est un, mais encore faut-il que l'utilisation soit honnête, respectueuse des résultats. Je vous invite à participer au congrès de la Société canadienne d'évaluation au mois de mai, dont le thème est « Utilisation de l'évaluation ». Pendant 3 jours, on va discuter de ce que ça signifie et de ce qui constitue la dynamique de l'utilisation. OK. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'on peut intervenir? C'est Petit Lambert a reçu la permission de Jean-Marie d'intervenir directement. Oui, allez-y, vous pouvez intervenir directement. Ben, je vous remercie, je vous salue Benoît, je vous salue. Bonjour. Abdou Khan, bonne année aussi. Merci, doyen. C'est Petit Lambert. Oui, c'est moi. Alors, je voudrais d'abord féliciter ce travail dense de diagnostic. Comme vous le savez, le cycle d'une politique publique commence par effectivement un diagnostic avant d'arriver à toute la planification stratégique et opérationnelle et à la mise en œuvre. Mais je lis dans ce diagnostic
un certain nombre d'éléments qui, en réalité, rentrent dans ce que nous, on a appelé l'institutionnalisation de l'évaluation. Bon, ce n'est pas du narcissisme, je suis évaluateur certifié sorti de la faculté de sciences politiques de Liège en Belgique. Et là-bas, nous avons procédé à une recherche en matière d'institutionnalisation de l'évaluation dans tous les pays du monde. Et les différents critères que nous avons relevés vont, par exemple, d'abord de la qualité de l'État dans lequel l'évaluation va se faire. Quel est le type d'État? Parce que l'évaluation ne peut pas se produire au Canada comme elle se produit en Guinée équatoriale ou en Corée du Nord. Donc, il faut, dans le diagnostic, déterminer le type d'État dans lequel on veut faire de l'évaluation, on veut institutionnaliser l'évaluation. Le deuxième critère, c'est le critère du porteur de l'évaluation. Quels sont les porteurs de l'évaluation? Parce que n'oubliez pas que l'évaluation n'est pas née ex nihilo. Il y avait déjà des outils traditionnels de contrôle que vous connaissez comme moi. Il y avait l'audit, il y avait le contrôle administratif, le contrôle politique, etc., etc. Donc, par rapport au travail que vous avez, par rapport au titre du travail que vous avez proposé, notamment la professionnalisation, il me semble, et c'est ce que nous on a fait, que la professionnalisation était un critère dans l'institutionnalisation de l'évaluation. Et je remarque que vous avez extrait dans ce critère pour en faire tout le développement que vous êtes en train de nous présenter aujourd'hui. J'aimerais que vous le confirmiez parce que nous avons des tableaux qui ont été travaillés par Varenne, par Koenig, qui existent, qui présentent l'état de l'institutionnalisation de l'évaluation dans les principaux pays du monde. Donc, je voulais qu'on précise cela. Et enfin, je crois aussi que la professionnalisation rentre aujourd'hui dans ce que nous on a appelé la routinisation de l'évaluation. Parce qu'il faut un certain nombre d'évaluations pour pouvoir réellement comprendre si les gens qui ont procédé à ces évaluations le font bien ou pas. Est-ce que ça vient des praticiens de l'évaluation ou des diplômés et praticiens de l'évaluation? Et moi qui suis méta-évaluateur, parce que mes recherches portaient sur la méta-évaluation, nous venons derrière vérifier la qualité des rapports de l'évaluation. Donc voilà un certain nombre de points que je voulais partager avec vous tout en félicitant le travail dense que vous avez fait. Merci. Merci à toi, Petit Lambert. Tu as commencé en disant quel est le lien le lien entre professionnalisation de l'évaluation et institutionnalisation de l'évaluation. Tu as dit en cours de route, la professionnalisation, c'est un peu un sous-ensemble de l'institutionnalisation. Pour moi, je pense à l'inverse. Pour moi, l'institutionnalisation, c'est un sous-ensemble de la professionnalisation. Ceci dit, le RFE compte un groupe de travail qui traite d'institutionnalisation et un groupe de travail qui traite de professionnalisation avec des approches différentes. L'idée de diagnostic existe dans les deux cas, mais les dimensions couvertes sont différentes. Notre approche à l'institutionnalisation est plus formelle et rigoriste que notre approche à la professionnalisation qui est davantage sociologique. Alors, je ne nie pas qu'il existe des chevauchements et les deux groupes de travail peuvent partager des observations absolument. Je suis en accord avec les différents points que tu as soulevés relativement à l'évaluation. Elle n'existe pas dans un vacuum, elle existe en fonction du milieu dans lequel elle évolue, en termes de type de gouvernance et d'État, en termes de la composition de qui porte le message évaluatif, en termes de, j'aime le terme routinisation, mais en termes de régularité de la démarche évaluative et de son insertion dans le quotidien de la gestion administrative.
tout ça est vrai et c'est reconnu dans notre démarche par le fait que nous ne cherchons pas à faire de règles absolues, à établir de recettes qui soient vraies pour tous les pays. Même parmi les 21 pays qui couvrent notre francophonie, les contextes nationaux sont très différents et en conséquence, il faut analyser la dynamique d'institutionnalisation et de professionnalisation en étant ancré dans le contexte national. Mais merci beaucoup, Petit Lambert, pour sa contribution. Abdelaziz? Merci. OK, merci beaucoup. Merci, Petit Lambert, pour cette intervention. Alors, une question également qui revient, qui a été posée par le doyen Jan Hopwood, qui s'excuse pour son absence pour des raisons professionnelles. Sa question, c'est de dire, est-ce que la situation est propice au Sénégal pour l'utilisation efficace de cet outil? Il faudrait situer cet outil dans une démarche globale envers la professionnalisation puis l'institutionnalisation. Un tel exercice devrait être bien planifié et appuyé techniquement et financièrement. Est-ce que tu veux que je commente là-dessus? Oui. Évidemment que je ne connais pas la situation au Sénégal autant que lui ou toi. Mon seul conseil, ce sera attention de ne pas s'immobiliser en cherchant l'idéal plutôt que le réaliste. Il est important d'avancer là où on peut avancer, même si ce n'est pas parfait, même si ce n'est pas aussi bien étayé qu'on voudrait, parce que, en faisant attention au contraire, alors si on cherche la perfection, on risque de ne jamais arriver à quoi que ce soit. Alors, ça, c'est mon côté très pragmatique, là, nord-américain pragmatique qui parle. Chercher à faire le mieux possible, mais viser la perfection, la perfection n'est pas de ce monde, dit-on. Oui. Je pense qu'il faut encourager cette politique de petits pas. Avançons lentement, mais de manière prudente, pour qu'on puisse quand même engranger un certain nombre de solutions réalistes qui nous orientent vers les objectifs que nous fixons. Et je pense que nous avons, dans le cadre de ce projet de professionnalisation, je pense que nous nous sommes projetés sur, disons, un délai de 2 ans, je crois. Et ensuite, il y a plusieurs acteurs qui vont être impliqués au fur et à mesure que nous avançons. Je pense que je ne suis pas le seul à adhérer à cette démarche pragmatique particulièrement nord-américaine. Merci beaucoup, Benoît. Alors, ce type d'exercice soulève donc énormément de questions. Est-ce que l'exploitation et résultats de l'évaluation par les commanditaires, bon, ça, je pense que j'ai déjà posé cette question. Une autre question, on note un grand écart entre le niveau central et le niveau décentralisé. Quelle serait la stratégie à mettre en place pour l'application de ces critères dans ces 2 zones différentes dans un même pays? Question intéressante. Je mentionne Idrissa qui est en attente. Oui, je lui donnerai la parole tout à l'heure. Nous nous tournerons vers lui ensuite. J'avoue ne pas avoir vraiment réfléchi à cette question-là. Ça serait une discussion intéressante à avoir avec les représentants d'un pays où c'est une problématique particulière. Si je transpose la question au contexte canadien qui est le mien et que évidemment je connais mieux, je dirais que on ne parle pas de décentralisation ici parce que le Canada est un État fédéral, donc on parle de 2 niveaux de gouvernance légitime et indépendant. Au niveau pan-canadien fédéral, il y a une certaine pratique de l'évaluation et un certain niveau de professionnalisation qui peut être différent de celui qu'on retrouve dans chacune des provinces qui a sa propre zone de juridiction à l'égard de l'évaluation. Et la démarche de diagnostic serait différente entre le niveau pan-canadien et le niveau provincial. J'ai été appelé à écrire
des textes sur l'évaluation au Canada ces dernières années et à chaque fois, je dois commencer mes textes en disant le texte traitera de la dimension pan-canadienne parce que si on entrait dans la dimension, appelons-la décentralisée, des provinces, on aurait autant de profils et de portraits qu'il y a de zones décentralisées chez nous, des provinces. Donc, mais en même temps, ça pourrait être différent ailleurs où ce niveau décentralisé, quel est son niveau d'autonomie, son niveau de contrôle sur les processus évaluatifs, dans la mesure où le niveau décentralisé possède autonomie et contrôle, il pourrait y avoir lieu d'effectuer des diagnostics séparés pour ces entités-là. Sujet à discussion pour l'avenir. Oui, ça revient toujours encore à cette question de la contextualisation en ce qui concerne l'applicabilité de cet outil. Parce que les contextes politiques, sociopolitiques sont différents. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faudra intégrer pour la mise en œuvre de cet outil. Monsieur Idrissa Baldé, si vous pouvez désactiver votre micro et prendre la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Idrissa Baldé, je suis enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je suis un petit frère à AKL, Abdou Karim Lo. Il doit me connaître. Je participe pour la première fois à pareille rencontre. J'ai été intéressé par le sujet qui parlait de la professionnalisation. Alors, mais je dois dire qu'à écouter tous les intervenants, il y a un déphasage entre ici professionnalisation et institutionnalisation. Parce que j'entendais par professionnalisation qui aujourd'hui peut se reconnaître comme évaluateur, qui est reconnu comme évaluateur. Parce qu'en fait, la professionnalisation, c'est de fabriquer un professionnel, si ma définition est exacte. Donc, quand on a parlé de la professionnalisation, je m'attendais à ce qu'on dise, par exemple, au Sénégal, il y a telle école qui forme des évaluateurs, l'association donne telle formation dans ce domaine. Donc, mais le débat a tourné plutôt au niveau de de l'institutionnalisation. Et là également, je dois dire que ce n'est pas nouveau parce que moi, j'ai découvert l'évaluation à l'université parce que j'ai fait un master qui est dédié à ça à l'université Bordeaux 2. On m'avait demandé d'évaluer l'institutionnalisation dans les contrats de ville, contrats d'agglomération et contrats de pays et dans la région d'Aquitaine. Donc là aussi, c'était une manière de mesurer l'institutionnalisation de l'évaluation. Mais pour revenir maintenant à ça, parce qu'en fait, le débat, c'est l'institutionnalisation, je crois que d'abord, pour ça, il y a le lit qu'il faut préparer. Le lit de l'institutionnalisation, c'est d'abord la volonté politique. Vous l'avez si bien dit, les pays diffèrent en la matière. Il y a également les compétences. Aujourd'hui, tout le monde, dans certains pays, tout le monde est évaluateur. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la certification professionnelle est là pour dire que tel est évaluateur et tel n'est pas évaluateur? Bon, ensuite, il y a également que l'autre lit de l'institutionnalisation, c'est l'imputabilité. Aujourd'hui, si je prends l'État du Sénégal, il y a des structures dédiées à l'évaluation, on impose des évaluations, mais qu'est-ce qu'on en fait? Ça dépend de qui évalue. Donc, c'est tout un ensemble que je voulais vraiment souligner pour dire encore qu'en fait, je suis un peu sur ma fin. J'attendais qu'on me dise comment on devait être professionnel en matière d'évaluation ici au Sénégal et ailleurs. Ensuite, ça passe par l'incontournable formation, souvent on le dit. Mais également, je peut-être dire les problèmes qu'on rencontre dans cette professionnalisation. Est-ce que c'est des structures dédiées, universitaires, ou bien est-ce que c'est des spécialistes de la question qui assurent la formation? Ça aussi, ça aurait été, n'est-ce pas, des côtés quand même qui auraient participé à élargir la discussion et à donner, à épouser intégralement le thème. Parce que jusqu'à présent, nous ne parlons que de l'institutionnalisation de l'évaluation. Alors que la compétence précède cela. Il faut que les gens soient compétents pour dire que je suis évaluateur. Merci, monsieur. Voilà. Monsieur Baldé, oui, si vous pouvez donc. Donc, c'est pour dire que
Oui. Moi, j'entendais la professionnalisation, c'est la reconnaissance qui est issue d'une formation aussi reconnue qui confère à l'individu les compétences, le savoir-faire, le savoir-être pour être un évaluateur. Merci. Merci beaucoup, M. Baldé. Merci. Je veux juste dire une chose ou deux. Les termes ne sont pas définis de façon absolue. Hein. Si on regarde la littérature sur qu'est-ce que veut dire institutionnalisation, qu'est-ce que veut dire professionnalisation, les termes ne sont pas définis de façon univoque dans l'ensemble de la littérature. La perspective professionnalisation que notre correspondant vient de déployer vise la partie producteur d'évaluation, donc le deuxième domaine parmi les trois que j'ai développé. Et dans ce domaine-là, les critères reconnaissent évidemment la qualité du travail d'évaluation, la professionnalisation dans le sens formel du terme, la formation universitaire, non universitaire, à la fois disponible et utilisée. Toutes ces dimensions-là sont absolument importantes, mais nous débordons de cette perspective individuelle dans l'outil que je vous ai présenté. J'arrête là parce que le temps avance. D'accord. Alors, nous sommes donc bousculés par le temps. Jean-Marie, deux questions. C'est bon, une question un peu de provocation. Est-ce que l'outil présenté par Benoît, est-ce que cet outil a déjà été testé sur le terrain? Alors, le Sénéval a participé à l'amélioration de l'outil en 2020. Donc le Sénégal et la SOLEP pour le Luxembourg ont fait de même, dans les deux cas, du point de vue de l'Association nationale. Nous espérons en 2021 mettre en place un ensemble d'utilisations qui joueront le rôle de pilote dans un processus d'amélioration continue. Okay. Avant de donner la parole à Victorien Aza, une dernière question ici. Comment chaque partie prenante peut se construire une légitimité acceptée dans la promotion de la professionnalisation de l'évaluation? Je n'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Cette question. Là, je pense que ce serait tenir compte un peu, une fois de plus, des contextes, et du contexte politique, social, culturel, et un peu de l'état d'avancement de tout ce qui est institutionnalisation, de professionnalisation de l'évaluation. Victorien Aza. Bonjour à tous. Oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui. OK. Ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que l'outil peut être utilisé dans le cadre de l'évaluation de la politique nationale de promotion du genre, par exemple au Bénin? Voilà, c'est tout. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas réfléchi à ça comme ça. Abdulaziz, pourquoi tu as réfléchi à ça, toi? Comment? Est-ce que tu as réfléchi à cette question-là, toi? Non, en tout cas, de manière spécifique, sur le domaine du genre, non. Alors, moi non plus. C'est peut-être une piste de réflexion qui pourrait être ajoutée un peu dans notre besace, je crois. J'en prends note. Et au passage, je fais la publicité des produits du RFE pour mentionner que en novembre, en décembre et en janvier, le RFE a publié les 3 parties d'une note superbe préparée par Tadé Yassa du Cameroun sur l'évaluation genre. Alors, je vous invite à visiter le site du RFE pour aller chercher copie de ces 3 parties, de cette note en 3 parties qui est excellente pour la réflexion genre. OK. Merci. Ahmed Bencher, vous avez la parole. Ce serait peut-être la dernière intervention parce que nous devons boucler dans 4 minutes. Ahmed Bencher. Bonjour, vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Oui, Ahmed.
Voilà, bonjour à tout le monde. C'est vraiment très, très, très sympa, très excellent le travail qui a été fait par vous. Donc voilà. Je voudrais renouveler la demande de l'AME, de l'Association marocaine d'évaluation, d'utiliser le diagnostic. Ça nous intéresse beaucoup. Le bureau exécutif adhère à cette démarche, d'autant plus que nous avons déjà un fonds dossier, si j'ose dire, sur cette question-là. Nous l'avons déjà abordé en 2010 dans la Semaine marocaine d'évaluation, mais surtout en 2012, nous avons organisé un atelier que j'ai co-animé avec notre regrettée Marie Gervais sur cette question-là, où il y avait 54 départements ministériels qui ont assisté à cet atelier, avec un échange très, très dense, très intéressant. Donc, je renouvelle en quelque sorte notre intérêt pour utiliser le diagnostic. On va le faire très bientôt, avec votre aide, bien sûr. Merci. Merci Ahmed. Merci Ahmed aussi de ta contribution au comité Avisa. Nous sommes très heureux de ce que le Maroc s'intéresse à l'exercice et nous sommes certainement disponibles pour vous épauler dans ce domaine comme dans d'autres choses. Abdelaziz? Oui, merci Benoît. Alors, il y a encore un certain nombre de contributions et de questions. Mais nous sommes rattrapés par le temps. Nous devions terminer à 14h30. Il est 14h28. Je voudrais, au nom de Benoît, le président du RFE, et au nom du comité aviseur et du réseau francophone d'évaluation, remercier tous les participants qui ont accepté notre invitation et surtout pour toutes les contributions et les questions qui ont été posées. Je pense que Jean-Marie prendra les dispositions nécessaires pour que la présentation de Benoît donc vous parvienne et également faire donc disons, le nécessaire pour que toutes ces questions et ces contributions puissent être étudiées et qu'il y ait un feedback, n'est-ce pas, du RFE sur cette question qui est extrêmement importante. Pour vous remercier de votre participation à travers les réponses que vous avez apportées aux 3 questions que nous allons analyser en profondeur et pour la qualité des questions que vous avez posées. J'ai rapidement gardé un œil sur le clavardage et j'ai vu les commentaires fort intéressants que nous allons prendre en considération pour la suite. J'invite les représentants des associations nationales, comme Ahmed l'a fait, à nous signifier leur intérêt pour l'utilisation de l'outil dans les prochains mois. D'ici là, je vous souhaite la santé, un vaccin et le retour à la normale peut-être d'ici la fin de l'année.